Combien de secrets une seule photographie peut-elle contenir? Combien de non-dits, de trahisons silencieuses et de vies changées à jamais se cachent derrière un sourire figé ou un regard baissé? Nous regardons ces anciens portraits en noir et blanc et nous voyons des visages d'un autre temps, mais nous voyons rarement la vérité. Nous voyons la pose, pas le poids du moment. Regardez attentivement celle-ci. Elle a été prise à Paris, à l'automne 1945. Une famille riche, vêtue de deuil, réunie dans une bibliothèque somptueuse pour la lecture d'un testament. C'est une scène de chagrin convenable, de décorum bourgeois, mais c'est un mensonge. Chaque personne dans cette pièce est au bord d'un précipice, et une seule d'entre elles le sait. Au centre, il y a la veuve, Béatrice, droite comme un piquet, ses perles serrées contre sa gorge. À sa droite, son fils aîné, Antoine, dont la posture rigide trahit mal une impatience mal contenue. À sa gauche, la fille, Élise, le visage pâle et défiant, regardant non pas le notaire, mais le grand portrait de son père, le patriarche récemment décédé, Gérard, qui trône au-dessus de la cheminée. Et puis, il y a l'autre personne. La voyez-vous? Dans le coin, près du chariot à boissons, à moitié cachée par l'ombre d'un globe terrestre massif. C'est Adèle, la domestique. Elle polit un verre en argent, une tâche absurde en un tel moment. Elle est si effacée qu'on pourrait la croire un fantôme. Mais Adèle n'est pas un fantôme. Elle est le témoin. Elle est la seule personne dans cette pièce qui connaît le véritable testament. Non pas celui que le notaire tient dans ses mains, mais celui qui a été scellé 2 ans plus tôt, lors d'une nuit d'orage sous l'occupation. Cette photographie ne capture pas un moment de deuil. Elle capture l'instant précis avant l'explosion. L'histoire que vous allez entendre n'est pas celle de la famille de Valois. C'est l'histoire d'Adèle et du secret dévastateur qu'elle gardait pour eux. À la fin de ce récit, vous ne regarderez plus jamais cette photographie de la même manière. Vous comprendrez le poids caché derrière le regard d'Élise et le silence terrifié d'Adèle. Si vous pensez que ces histoires, les histoires des invisibles, méritent d'être mises en lumière, si vous croyez que la véritable histoire ne se trouve pas dans les gros titres, mais dans les murmures des couloirs, alors abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Aidez-nous à donner une voix à ceux que l'histoire a tenté d'effacer. Nous sommes en 1945. Paris respire à nouveau, mais l'air est encore chargé de la fumée des années sombres. La libération a eu lieu, mais la ville est un réseau de cicatrices, de soupçons et de comptes à régler. C'était une époque de jugement rapide, où le mot « collaborateur » était murmuré comme une malédiction et « résistant » comme une absolution. La famille de Valois avait navigué ces années avec une habileté pragmatique, assez riche pour acheter sa sécurité, assez discrète pour éviter les ennuis. Gérard de Valois avait dirigé son empire industriel avec une main de fer, faisant des affaires là où il le fallait, fermant les yeux quand c'était nécessaire. Il avait survécu, sa famille avait survécu, mais la survie, Adèle l'avait appris, avait toujours un coût. Adèle était entrée au service des de Valois en 1938, une jeune fille de la campagne, intimidée par les marbres froids et les tapis épais de l'hôtel particulier parisien. Elle avait vu Élise passer de l'adolescence à une jeune femme farouche et idéaliste. Elle avait vu Antoine devenir le reflet froid et calculateur de son père. Elle avait servi le café à des officiers allemands dans ce même salon, ses mains tremblant si fort qu'elle craignait de faire tomber le plateau, tout en sentant le mépris glacial de Monsieur de Valois dans son dos. Elle n'était qu'un meuble, une paire de mains, et c'est parce qu'elle était invisible qu'elle avait tout vu. Ce jour-là, le jour de la lecture du testament, l'atmosphère dans la bibliothèque était plus froide que le marbre de la cheminée. Le notaire, un homme gris nommé Maître Pascal, s'éclaircissait la gorge, ses doigts secs bruissant sur le parchemin. Béatrice, la veuve, fixait un point invisible sur le tapis perçant. Elle pleurait son mari, mais peut-être pleurait-elle aussi la sécurité qu'il représentait. Antoine, lui, vérifiait sa montre. Pour lui, ce n'était pas une fin, c'était une transaction. Un transfert de pouvoir. Il avait toujours été le fils préféré, l'héritier présomptif. Il s'attendait à ce que cette journée confirme simplement ce qu'il avait toujours su, que tout lui revenait. Et puis, il y avait Élise. Elle n'avait pas pleuré à l'enterrement. Elle se tenait là, vêtue d'une simple robe noire, sans bijoux, comme une île de défi silencieux, au milieu de cet océan de convenance. Elle détestait son père, Adèle le savait, et Adèle savait pourquoi. Tandis que Maître Pascal rompait enfin le seau de cire rouge, le son lui parut assourdissant dans le silence. Adèle s'arrêta de polir le verre. Ses jointures étaient en blanche. Elle ne regardait pas le notaire, elle regardait Élise. Elle voyait la légère crispation de sa mâchoire, l'imperceptible tremblement de ses mains. Élise s'attendait à être punie. Elle s'attendait à un dernier acte de tyrannie de la part de son père, même depuis la tombe. Ce qu'elle ne savait pas, c'est à quel point cette punition serait totale. Adèle, elle, le savait, car son esprit n'était pas dans cette bibliothèque en 1945. Il était revenu 2 ans en arrière, en 1943, une nuit de pluie battante. Elle n'entendait pas la voix monocorde du notaire commençant la lecture. Elle entendait le bruit de bottes sur le gravier de l'allée. Elle entendait le cri étouffé de Madame de Valois. Et elle entendait la voix de Gérard de Valois, non pas la voix du patriarche respecté, mais une voix basse, dure comme l'acier, prononçant la phrase qui avait tout scellé. Une phrase qu'Adèle n'avait jamais répétée à personne.
Une phrase qui était le véritable testament. Alors que le notaire disait les mots « en pleine possession de mes facultés mentales », Adèle se souvenait de la porte secrète de la cave à vin, de la silhouette trempée de ce jeune homme, Julien, et du moment précis où Gérard de Valois avait regardé sa propre fille comme si elle était une étrangère, une ennemie. Le notaire leva les yeux vers l'assemblée, faisant une pause avant de lire la clause principale. Adèle ferma les yeux, priant pour qu'Élise trouve la force de supporter ce qui allait suivre. Elle savait ce qui venait, c'était la justice d'un père. Froide, impitoyable et écrite non pas avec de l'encre, mais avec de la peur. La voix de Maître Pascal était un instrument sec, dénué de toute émotion, tranchant le silence de la bibliothèque comme un scalpel. Il lisait les préambules légaux, les listes de propriétés, les comptes bancaires numérotés, une litanie de la richesse de Gérard de Valois. Adèle sentait la tension monter en elle, un nœud serré dans son estomac. Elle observait. Antoine s'était légèrement penché en avant, ses yeux non pas sur le notaire, mais sur la liste des actifs que l'homme tenait. Béatrice, la veuve, avait sorti un mouchoir bordé de dentelle et le tenait contre ses lèvres, ses yeux fermés. Elle ressemblait à une statue de deuil convenable. Élise, elle, était immobile. Elle fixait toujours le portrait de son père, son visage une toile blanche sur laquelle on ne pouvait lire aucune émotion. Adèle se souvenait de ce visage. C'était le même visage qu'elle avait eu le soir où elle avait appris que Julien avait été arrêté. Un calme terrifiant, le calme avant la tempête. Concernant les actifs principaux, reprit Maître Pascal, sa voix montant d'un cran, comme pour signaler l'événement principal. Je lègue à mon fils unique, Antoine-Henri de Valois, l'entièreté de mes parts dans la société de Valois et Fils, la direction pleine et entière de toutes nos opérations manufacturières, ainsi que la propriété de cet hôtel particulier, 6 au 12, rue de Varennes, avec tout son contenu, mobilier et œuvres d'art. Le silence qui suivit fut absolu. Antoine ferma lentement les yeux, une expiration contrôlée passant ses lèvres. Ce n'était pas de la joie, c'était une confirmation. Il ajusta le pli de son pantalon, un geste anodin qui criait le triomphe. Il avait gagné, tout. Adèle vit Béatrice tressaillir, comme si on l'avait frappée. Son fils héritait de la maison dans laquelle elle vivait. Elle était désormais une invitée dans sa propre demeure. Maître Pascal continua, plus rapidement cette fois. À mon épouse, Béatrice de Valois, je lègue l'usufruit de notre appartement de la rue de Rivoli, ainsi qu'une pension viagère de... Le chiffre était substantiel. Suffisant pour une vie de confort, mais pas de pouvoir. Il la maintenait en cage dorée. Puis, ce fut le tour d'Élise. Le notaire fit une pause. Il regarda la jeune femme par-dessus ses lunettes cerclées. Concernant ma fille, Élise Marie de Valois. Il y eut un autre silence, celui-ci chargé d'une cruauté délibérée. Adèle retint son souffle. Ayant fait preuve d'un jugement déplorable et ayant activement agi contre les intérêts et la sécurité de cette famille durant les années sombres de l'occupation, et ayant de ce fait reçu sa part d'héritage sous forme de leçons de vie sévères qu'elle a elle-même choisies, je ne lui lègue rien. Rien. Le mot tomba dans la pièce avec le poids d'une pierre tombale. Je lui lègue, ajouta-t-il, comme une pensée après coup cruel, la collection de livres de poésie de sa mère, dans l'espoir qu'elle y trouve la sagesse qu'elle n'a jamais eue. Ce fut à ce moment qu'Élise réagit. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas, elle rit, un rire sec, court, dépourvu de toute joie, un son qui fit sursauter tout le monde, y compris Maître Pascal. « Alors, c'est tout ?» dit-elle, sa voix étrangement claire. Elle se leva lentement, le bruit de sa chaise raclant le parquet fut le seul autre son. Elle se tourna vers son frère. « Félicitations, Antoine. Tu as enfin ce que tu voulais, tu as le trône. J'espère qu'il ne sera pas trop froid. » Antoine la foudroya du regard. « Élise, fais preuve de décence. Notre père vient de... » « Notre père, le coupa-t-elle, est mort, mais il a laissé son venin derrière lui, n'est-ce pas ?» Elle se tourna vers sa mère. « Et vous, mère, vous n'avez rien à dire? Vous allez rester assise là et accepter cela? Cette insulte publique ?» Béatrice éclata en sanglots silencieux dans son mouchoir. « Il n'y a plus rien à dire, Élise. Il a tout dit. » Élise la regarda une longue seconde, son regard passant de la pitié au mépris. « Non, vous n'avez jamais rien eu à dire. » Elle se dirigea vers la porte, sa colonne vertébrale droite comme une lance. « Gardez vos livres de poésie, » lança-t-elle par-dessus son épaule. « J'ai déjà choisi les miens. » La porte de la bibliothèque se ferma derrière elle avec un claquement sourd et définitif qui résonna comme un coup de feu. Maître Pascal, mal à l'aise, commença à ranger ses papiers. Antoine se leva et se dirigea vers le chariot à boissons, celui-là même qu'Adèle avait nettoyé. Il se versa un grand verre de cognac, sans en offrir à personne d'autre. La lecture était terminée, mais pour Adèle, le bruit de la porte claquée l'avait ramenée en arrière. Ce n'était plus le claquement de la porte de la bibliothèque qu'elle entendait, mais le fracas du tonnerre en cette nuit de 1943, la nuit où le véritable testament avait été rédigé. C'était une nuit d'octobre, sous une pluie battante qui transformait les rues de Paris en rivière noire. Couvre-feu. La peur était palpable dans la maison. Gérard de Valois avait reçu 2 officiers de la Wehrmacht pour le dîner ce soir-là. Adèle avait servi,
ses mains tremblant si fort que le vin avait failli déborder des verres en cristal. Elle se souvenait du rire guttural des Allemands et de la fausse cordialité de son maître. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Adèle vérifiait que les rideaux de blackout étaient bien tirés dans la cuisine, elle avait entendu un grattement à la porte de service. Pas un coup, un grattement. Comme un animal blessé. Son cœur s'arrêta. Elle ouvrit la porte à peine, et Élise se glissa à l'intérieur, trempée, traînant quelqu'un avec elle. C'était Julien Rousseau, le fils du boulanger, un étudiant en poésie qui parlait toujours de liberté avec un feu dans les yeux. Il était pâle comme la mort. Une vilaine coupure au front saignait abondamment, et il toussait, un son rauque qu'il tentait d'étouffer. Adèle avait supplié Élise, sa voix brisée par la panique. « Aide-moi, je t'en supplie. » La Gestapo était à son imprimerie. Ils le cherchent, ils sont partout. Adèle aurait dû refuser. Elle aurait dû appeler monsieur. C'était sa maison, son travail, sa sécurité. Mais elle vit le regard d'Élise. Ce n'était plus la fille gâtée qui se plaignait du dîner. C'était une femme terrifiée, protégeant la seule chose qui comptait pour elle. Et elle vit Julien, ce garçon qui lui avait un jour offert une brioche chaude parce qu'elle avait l'air triste. Sans un mot, Adèle avait attrapé le bras de Julien. « Où » demanda Adèle. « La cave à vin, l'ancien garde-manger ?»« Non, » dit Élise, ses yeux brillant d'une idée désespérée. « Il ne regardera jamais là. Ta chambre, c'est le seul endroit. La chambre d'Adèle, la chambre de Bonne. Une petite lucarne sous les toits, à peine assez grande pour un lit, et une commode. Le seul espace qui lui appartenait, le sanctuaire de l'invisible. Demander cela, c'était tout risquer. C'était placer la corde autour du cou d'Adèle. Adèle regarda Julien, qui s'affaissait contre le mur, laissant une traînée de sang et d'eau de pluie sur le papier peint en soie. Elle regarda Élise, qui la suppliait du regard. Adèle prit une profonde inspiration, sentant l'odeur métallique du sang et de la peur. Elle fit un simple signe de tête. Ce signe. Ce simple mouvement avait été sa signature. C'était le moment où elle avait cessé d'être une servante et était devenue une conspiratrice. C'était le moment où elle avait choisi son camp. De retour en 1945, Adèle regarda Antoine boire son cognac, le regard déjà perdu dans le calcul de sa nouvelle fortune. Il pensait avoir hérité d'un empire. Il n'avait hérité que de la partie la plus laide de son père. Le véritable héritage, pensa Adèle en serrant le chiffon à argenterie dans sa main, n'avait pas de prix. C'était le secret qu'elle et Élise partageaient, un secret scellé dans une chambre mansardée, sous l'œil vigilant de l'occupation. Le son de la porte claquée par Élise semblait encore vibrer dans l'air de la bibliothèque. Maître Pascal, visiblement perturbé par cette scène si peu convenable, rangea ses documents avec une hâte fébrile. « Mes condoléances, madame. »« Monsieur, » dit-il en s'inclinant maladroitement vers Béatrice et Antoine, avant de s'éclipser de la pièce, laissant la famille fracturée dans le sillage de ses propres secrets. Béatrice pleurait maintenant ouvertement, ses sanglots étouffés par le mouchoir. Antoine, lui, vida son verre de cognac d'un trait et s'en resservit un autre. Il se tourna vers sa mère, sa voix dure. « Arrêtez de pleurer, mère. C'est fait. Père savait ce qu'il faisait. Elle a fait son choix il y a longtemps. » Il regarda ensuite Adèle, qui s'était figée près du chariot, comme si elle espérait que l'immobilité la rendrait vraiment invisible. « Adèle, nettoyez-moi ça, » dit-il en désignant un minuscule anneau d'humidité laissé par le verre du notaire sur le bois précieux. « Et dites à la cuisinière que je dînerai seule ce soir. J'ai des affaires à régler. » Il se dirigea vers le bureau de son père, s'assit dans le grand fauteuil en cuir, qui semblait encore trop grand pour lui, et prit un stylo. Il était déjà le maître. Adèle fit un signe de tête et commença à rassembler les verres, ses mains ne tremblant plus. La colère froide d'Élise avait fait place à une vieille peur familière dans l'estomac d'Adèle, la peur de cette nuit de 1943. Remonter Julien dans sa chambre mansardée avait été une épreuve terrifiante. C'était un dédale d'escalier de service étroit, conçu pour être utilisé, pas vu. Julien s'appuyait lourdement sur Adèle et Élise, laissant de petites traces de sang sur le mur qu'Adèle nettoierait frénétiquement plus tard, priant pour que personne ne les voie. Ils l'installèrent sur le lit étroit d'Adèle. Sa chambre était à peine plus grande qu'un placard, juste sous les toits, avec une petite lucarne donnant sur les cheminées de Paris. C'était un refuge précaire. « Merci », avait murmuré Julien, sa voix rauque à cause de la toux. Il regarda Adèle, ses yeux fiévreux brillant d'une gratitude qui la mit mal à l'aise. Elle n'était pas habituée à ce que les invités de cette maison la regardent vraiment. « Je vais chercher des bandages », dit Élise, déjà à la porte. « Adèle, restez avec lui. » Et elle disparut. Adèle se retrouva seule avec un membre de la résistance blessé, saignant sur son unique couverture. La peur était si intense qu'elle lui donnait la nausée. Elle avait tout risqué, pas seulement son travail, sa vie. Les Allemands ne posaient pas de questions aux Français, qui aidaient leurs ennemis. Les jours suivants se transformèrent en une routine secrète et angoissante. Adèle vivait une double vie. Le jour, elle était la domestique silencieuse, servant le petit déjeuner à Monsieur de Valois, qui lisait son journal collaborationniste en fronçant les sourcils, ou à Madame, qui se plaignait de ses migraines. Elle gardait son visage impassible, lorsque Gérard de Valois se plaignait du terrorisme de ces criminels de la résistance. « Ils détruisent le pays »,
Adèle, disait-il un matin, plus à lui-même qu'à elle. Ils amèneront la ruine sur nous tous par leur folie. Et Adèle hochait la tête. Oui, monsieur, pendant que le terroriste en question était caché à l'étage, grelottant de fièvre. Chaque repas était une opération militaire. Adèle prenait sa propre portion dans la cuisine. Un bol de soupe claire, un morceau de pain, et y ajoutait tout ce qu'elle pouvait voler sans que la cuisinière, une femme sévère du nom de Marthe, ne le remarque. Un œuf dur par-ci, une pomme meurtrie par-là. Elle montait les 6 étages jusqu'à sa chambre, le cœur battant, s'attendant à chaque fois à trouver Antoine ou son père dans le couloir. Élise, de son côté, jouait la comédie de la fille obéissante. Elle assistait au dîner, parlait de mode avec sa mère, mais ses yeux étaient toujours absents, toujours tournés vers le haut, vers la petite lucarne. La nuit était leur seul moment de répit et de plus grand péril. Après que toute la maison se soit endormie, Élise se glissait hors de sa chambre luxueuse et montait pieds nus les escaliers de service. Adèle l'attendait souvent sur le palier, agissant comme une sentinelle, frissonnant dans sa fine robe de chambre. Elle entendait leurs murmures à travers la porte, Élise nettoyant les blessures de Julien, lui lisant des poèmes à voix basse, leurs rires étouffés qui ressemblaient à des sanglots. Adèle n'était pas seulement leur complice, elle était la gardienne de leur amour. Elle comprenait maintenant le feu qu'elle avait vu dans les yeux d'Élise. Ce n'était pas seulement de l'idéalisme, c'était un amour si puissant qu'il lui faisait ignorer le danger mortel dans lequel elle les plongeait tous. Julien, lui, commençait à guérir. Il parlait à Adèle lorsqu'il était seul, la remerciant pour chaque verre d'eau, lui posant des questions sur sa famille en Normandie. Il ne la traitait pas comme une servante, il la traitait comme une camarade. « Ce que vous faites, Adèle, lui dit-il un soir, sa voix plus forte, c'est plus courageux que de tenir un fusil. Vous gardez l'espoir en vie. » Adèle n'avait jamais pensé à cela de cette façon. Elle n'agissait pas par courage, mais par une loyauté instinctive envers Élise, et peut-être par une haine silencieuse pour l'arrogance froide de cette maison. Puis vint le moment où tout faillit basculer. C'était environ 1 semaine après l'arrivée de Julien. Adèle descendait de sa chambre tard dans la nuit, portant la bassine d'eau ensanglantée et les bandages sales. Elle avait l'intention de les brûler dans l'incinérateur de la cuisine, avant que le reste du personnel ne se lève. Elle atteignit le palier du 2e étage, là où se trouvaient les chambres principales, quand une voix la fit sursauter. Adèle, c'était Gérard de Valois. Il se tenait au bout du couloir, près de son bureau, une silhouette massive dans sa robe de chambre en soie. La lueur de son cigare était le seul point de lumière. « Il est tard pour faire le ménage, ne croyez-vous pas ?» Adèle sentit le sang quitter son visage. Elle serra la bassine contre sa poitrine, priant pour qu'il ne voie pas ce qu'elle contenait dans la pénombre. « Monsieur, je ne me sentais pas bien. Je descendais chercher une tisane. » Ses yeux perçants la fixèrent. Il s'approcha lentement d'elle. Adèle pouvait sentir l'odeur du tabac et de l'eau de Cologne. Il était si proche qu'il pouvait voir la sueur sur son front. Il regarda la bassine. « Vous semblez très malade ces derniers temps, Adèle, pâle, distraite. La cuisinière dit que vous mangez à peine, mais vous semblez toujours prendre de la nourriture dans votre chambre. » Le cœur d'Adèle battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. C'était la faim. « C'est pour les nerfs, monsieur. L'occupation, les sirènes. Je ne dors pas bien. » Gérard de Valois la dévisagea, pendant ce qui parut être une éternité. Il était un homme qui comprenait le pouvoir, les transactions et la peur. Il ne comprenait pas la faiblesse, mais il pouvait la sentir. Il fit un pas en arrière. « Faites moins de bruit. Vous allez réveiller madame. » Il se retourna et entra dans son bureau, fermant la porte derrière lui. Adèle resta là, tremblante, incapable de bouger pendant 1 minute entière. Elle avait survécu, mais en retournant au grenier, elle sut que quelque chose avait changé. Il ne l'avait peut-être pas cru, mais il l'avait laissée partir. Il l'avait classée comme faible et insignifiante. Mais elle avait vu quelque chose dans ses yeux, pas seulement de l'agacement, du soupçon, un soupçon froid et calculateur. Le patriarche avait senti que quelque chose n'allait pas dans sa maison parfaitement ordonnée. Et Gérard de Valois était un homme qui n'ignorait jamais un fil qui dépasse. Le soupçon de Gérard de Valois était comme une moisissure, une chose invisible qui se propageait dans l'obscurité. Depuis cette nuit dans le couloir, il observait Adèle. Il ne la regardait plus comme un meuble, mais comme une pièce défectueuse de sa machinerie. Il la voyait laisser de côté un morceau de pain, remplir une carafe d'eau alors que personne n'avait soif. Il la voyait monter les escaliers de service avec un regard hanté. Mais Gérard était un homme occupé à sauver son empire. C'est Antoine, son fils, qui avait le temps. Antoine, qui avait toujours été jaloux de l'esprit indomptable de sa sœur, de l'infime lueur d'admiration qu'il voyait parfois dans les yeux de leur père pour elle. Une lueur qu'il ne voyait jamais pour lui-même. Antoine voyait sa sœur se transformer. Elle, qui avait toujours été si franche et bruyante, était devenue secrète, ses yeux brillant d'une ferveur qu'il méprisait. Il décida de la surveiller. Il n'eut pas à attendre longtemps. Une nuit, alors que la maison était plongée dans le silence du couvre-feu, Antoine se posta dans l'ombre du palier du 2e étage. Il attendit. Vers 2 heures du matin, la porte de la chambre d'Élise s'ouvrit sans un bruit. Il la vit, pieds nus, vêtue d'une simple chemise de nuit, serrant quelque chose contre sa poitrine, un livre. Elle ne prit pas le grand escalier, mais
mais se dirigea vers la porte dérobée, menant au quartier des domestiques. Antoine la suivit, une ombre glissant derrière une autre. Il la suivit dans l'escalier en colimaçon étroit et froid, montant de plus en plus haut, jusqu'au sommet de la maison. Il la vit s'arrêter devant la porte de la chambre d'Adèle. Elle frappa doucement, un code. La porte s'ouvrit. Antoine se pressa contre le mur, retenant son souffle. Il entendit la voix d'Élise, basse et douce. « Je t'ai apporté du Baudelaire. Tu dois t'ennuyer à mourir. » Puis il entendit une autre voix, une voix d'homme. « Seulement de toi. » Un rire étouffé, le son d'un baiser. La rage d'Antoine était froide et pure. Ce n'était pas de la jalousie morale, c'était la trahison ultime. Sa sœur, cette idiote idéaliste, avait caché un homme dans leur maison, un amant, en pleine guerre, en plein couvre-feu, dans la chambre d'une domestique. Il n'avait pas besoin d'en voir plus. Il redescendit les escaliers, ses pas silencieux comme ceux d'un prédateur. Il ne s'arrêta pas à sa chambre. Il se dirigea directement vers le bureau de son père. Il frappa. « Père » dit-il en entrant sans attendre de réponse. « Réveillez-vous. Nous avons un problème qui pourrait tous nous faire fusiller, et c'est la faute d'Élise. » Adèle, dans sa chambre, sentit l'air changer avant même d'entendre le bruit. Julien et Élise lisaient, à la lueur d'une bougie, leurs têtes jointes. « Quelque chose ne va pas, » dit Adèle, se levant du petit tabouret sur lequel elle montait la garde. « Quoi ?» dit Élise en levant les yeux, un sourire encore sur ses lèvres. C'est alors qu'ils entendirent les pas. Pas les pas feutrés d'Antoine ou la démarche légère d'Adèle. C'étaient les pas lourds et furieux de Gérard de Valois, montant l'escalier de service, un son qu'on n'avait jamais entendu dans cette partie de la maison. La porte fut ouverte à la volée, s'écrasant contre le mur. Gérard de Valois se tenait sur le seuil, son visage blême de fureur, sa robe de chambre en soie dérangée. Derrière lui, le visage triomphant et suffisant d'Antoine. Le regard de Gérard passa sur la scène. La petite chambre, l'homme inconnu dans le lit d'Adèle, sa fille assise à côté de lui comme une simple souillon. « Sors », ordonna-t-il à Adèle. « Non », dit Élise en se levant, se plaçant entre son père et Julien. « Elle reste. C'est sa chambre. Tu oses. » La voix de Gérard était basse, plus terrifiante que n'importe quel cri. Il regarda Julien, un dégoût total dans les yeux. « Qui est-ce ?»« C'est Julien, » dit Élise, sa voix tremblante mais ferme. « Il est avec moi. »« C'est un terroriste, » cracha Antoine depuis le couloir. « Je l'ai reconnu. C'est le fils du boulanger, celui qui faisait sauter les camions allemands. Tu as amené un terroriste dans notre maison. » Gérard de Valois avança d'un pas. Il gifla Élise. Le son claqua dans la petite pièce. Adèle poussa un cri étouffé. « Tu as signé notre arrêt de mort, » siffla Gérard. Pour ça, il désigna Julien, pour un idéal stupide, pour un amour de bas étage. « C'est plus que ce que vous n'aurez jamais, » cria Élise, une main sur sa joue rouge. « C'est de l'honneur, quelque chose que vous avez vendu pour vos usines et votre confort. » Ce fut le mot de trop. La trahison n'était plus seulement d'avoir caché un homme, c'était d'avoir jugé le patriarche. « De l'honneur, » répéta Gérard, sa voix soudainement vide. « Très bien, tu vas apprendre ce que coûte ton honneur. » Il se tourna vers Julien. « Pars, maintenant, parlez-toi. Si je te revois, si tu la contactes, je n'appellerai pas la Gestapo, je te livrerai moi-même. Quant à toi, dit-il à Élise, tu restes ici, tu vas regarder ce que tu as fait. » Julien, voyant le meurtre dans les yeux de Gérard et la ruine qu'il avait apportée à Élise, se leva. Il embrassa Élise, un baiser désespéré. « Vis » lui murmura-t-il, un écho de son propre souhait. Il attrapa sa chemise et, avec un dernier regard pour Adèle, un regard de gratitude et de pitié, il passa par la lucarne et disparut sur les toits de Paris. Le lendemain, la maison était silencieuse comme une tombe. Élise était enfermée dans sa chambre. Gérard de Valois convoqua Adèle dans son bureau. Pas Antoine, pas sa femme, Adèle. Elle se tenait debout, tremblante, sur le tapis perçant. Il la regarda longuement. « Vous avez été complice, dit-il. Vous êtes aussi coupable qu'elle. » Il prit le téléphone. Adèle pensa qu'il appelait la police. Mais il appela Maître Pascal, son avocat. Adèle resta là, figé, tandis que Gérard de Valois, d'une voix calme et mesurée, dictait un codicille à son testament. « Je, Gérard de Valois, en pleine possession de mes moyens, souhaite modifier mes dernières volontés. Concernant ma fille, Élise Marie de Valois. » Il fit une pause, leva les yeux et regarda Adèle droit dans les yeux, s'assurant qu'elle écoutait chaque mot. « Ayant fait preuve d'un jugement déplorable, et ayant activement agi contre les intérêts et la sécurité de cette famille, je ne lui lègue rien. » Il continua, dictant la clause sur les livres de poésie, une insulte finale. Quand il eut terminé, il raccrocha. Il fixa Adèle. « Vous êtes le témoin. Vous avez entendu. C'est le prix de sa trahison. C'est le prix de votre silence. Vous ne lui direz jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle l'apprendra en temps voulu. C'est mon testament. Et vous en êtes la gardienne. Maintenant, sortez. » Adèle quitta la pièce, ses jambes flageolant. Elle portait désormais le véritable héritage de la famille de Valois, un secret qui la liait à la punition d'Élise, un secret qu'elle devrait garder jusqu'à ce jour de 1945 dans cette même bibliothèque. Après le claquement de la porte d'Élise, un silence de plomb s'abattit sur la bibliothèque. Antoine, le nouveau patriarche, se tenait au bureau de son père, son ombre s'étalant sur le tapis.
Il n'avait pas regardé sa mère en pleurs. Il n'avait pas regardé Adèle. Il avait pris un dossier et l'avait ouvert, son règne commençant dans la seconde même où celui de son père s'était officiellement terminé. Béatrice, brisée, se leva en chancelant. « Je vais m'allonger », murmura-t-elle à personne en particulier. Elle quitta la pièce, un fantôme de soie noire glissant hors de sa propre vie. Adèle resta seule avec Antoine. Il ne leva pas les yeux. « Nettoyez, puis restez à disposition », dit-il. L'ordre était impersonnel. Elle n'était plus une personne. Elle n'était même plus un meuble. Elle était un outil qu'il avait hérité, comme le fauteuil en cuir et les verres en cristal. Alors qu'Adèle commençait à ramasser méthodiquement les verres, l'odeur de cognac et de poussière de livres lui donnait la nausée. Elle n'était plus en 1945. Elle était piégée dans les 2 années qui avaient précédé ce moment. Après cette nuit terrible de 1943, la nuit de la découverte et de la fuite désespérée de Julien par la lucarne, la maison de Valois s'était transformée en une prison de glace. Gérard de Valois n'avait plus jamais adressé la parole à Élise, sauf pour lui donner des ordres. Il la traitait avec un mépris froid et total. Élise, quant à elle, s'était emmurée. Le feu qui dansait dans ses yeux s'était éteint, ne laissant que des cendres. Elle passait ses journées dans sa chambre, ne descendant que pour les repas, qui étaient des exercices de torture silencieuse. Antoine, lui, savourait sa victoire. Il avait prouvé sa loyauté à son père, prouvé qu'il était le seul véritable héritier. Il traitait sa sœur avec une pitié condescendante qui était pire que la haine ouverte. Et Adèle était devenue la gardienne de 2 secrets. Le premier était le codicille, ce testament verbal qu'elle avait été forcée d'entendre, la punition financière qui planait sur Élise. Le second, plus lourd encore, était le secret de la trahison d'Antoine. Élise ne savait pas. Elle pensait que son père les avait découverts par malchance, par sa propre surveillance. Elle ne savait pas que c'était son propre frère qui avait mené le loup jusqu'à sa porte. Adèle avait continué son service, ses mains accomplissant les tâches quotidiennes tandis que son esprit criait. Elle voyait Élise au petit déjeuner, le visage pâle, repoussant sa nourriture. Et Adèle, se tenant debout près du buffet, se sentait comme une complice de cette cruauté. Elle voulait crier « C'était Antoine !» Il vous a trahi, mais la peur la paralysait. La peur de Gérard de Valois était absolue. Un mot de sa part, et Adèle n'aurait pas seulement perdu son emploi. En ces temps d'occupation, elle aurait pu disparaître. Elle se taisait donc, et chaque jour de silence ajoutait une pierre au mur qui se dressait entre elle et Élise. Élise n'avait plus jamais essayé de lui parler en amie. Pour Élise, Adèle était devenue une partie du décor, une autre personne qui avait baissé les yeux quand son père avait frappé. Adèle n'avait jamais pu lui dire qu'elle ne savait rien du sort de Julien. Depuis qu'il avait disparu sur les toits, il n'y avait eu aucun signe, aucun message. Était-il vivant? Avait-il été attrapé? Ce silence était un autre fantôme qui hantait les couloirs de la maison. Puis vint la libération de Paris en août 1944. Des cris de joie dans les rues, des drapeaux tricolores sortis des cachettes. Mais à l'intérieur de l'hôtel particulier, l'atmosphère était morose. Gérard de Valois, dont les affaires avaient un peu trop bien prospéré sous l'occupation, était soudainement devenu un reclus. Il craignait les épurations, les règlements de compte. Élise, elle, était sortie ce jour-là. Adèle l'avait vue de la fenêtre de la cuisine. Elle se tenait sur le trottoir, regardant les chars alliés passer, mais elle ne pleurait pas de joie. Elle semblait chercher quelqu'un dans la foule, un visage familier, un fantôme. Elle était rentrée ce soir-là, plus silencieuse que jamais. La liberté était arrivée, mais elle était restée en prison. Peu de temps après, la maladie de Gérard avait commencé. Une chose rapide, brutale, qui avait rongé sa force. Adèle avait dû lui apporter ses bouillons, changer ses draps. Il était devenu un vieil homme frêle, mais ses yeux étaient restés durs. Jamais il n'avait montré de remords. Jamais il n'avait demandé à voir Élise. Il était mort 1 semaine avant la lecture du testament, emportant son secret dans la tombe, laissant Adèle comme unique témoin vivant de la nuit où il avait déshérité sa fille. De retour dans la bibliothèque de 1945, Adèle posa le dernier verre sur son plateau d'argent. Le testament avait été lu, le secret financier était révélé. Sa garde était terminée. Elle aurait dû se sentir soulagée. Au lieu de cela, elle se sentait complice d'une injustice encore plus grande, l'injustice de la trahison. Elle entendit un bruit à l'étage. Un tiroir qu'on ferme brusquement. Des pas. Élise faisait ses bagages. Elle allait partir, chasser, sans un sou, croyant seulement que son père la haïssait pour avoir aimé la mauvaise personne. Elle ne savait pas que son frère avait orchestré sa chute. Adèle regarda le portrait de Gérard de Valois au-dessus de la cheminée. Cet homme avait utilisé son silence comme une arme. Il l'avait rendue gardienne de sa cruauté. Maintenant, il était mort. Et Antoine était le maître. Mais Antoine ne savait pas qu'Adèle connaissait son rôle. Il l'avait vue comme une servante insignifiante dans le couloir cette nuit-là, trop paniqué et triomphant pour réaliser qu'elle comprenait ce qu'il faisait. Il l'avait sous-estimé. Tout le monde l'avait sous-estimé. Adèle prit une profonde inspiration. Elle posa son plateau. Elle lissa son tablier noir, non pas par habitude de servante, mais comme un soldat préparant son uniforme. Elle sortit de la bibliothèque, traversa le grand hall en marbre et commença à monter l'escalier principal, non pas l'escalier de service. Ses pas étaient légers, mais pour la première fois, il résonnait sur le marbre. Elle se dirigea vers
la chambre d'Élise. Elle entendit le bruit d'une valise qui se ferme. Elle leva la main. Elle frappa. La porte de la chambre s'ouvrit. Élise se tenait là, une petite valise en cuir à ses pieds. Elle n'avait pas l'air brisée. Elle n'avait pas l'air triste. Elle avait l'air vide, un champ de bataille après le passage de l'armée. Elle regarda Adèle, surprise de la voir là, à cet étage, devant sa porte. « Adèle ? Qu'y a-t-il ? Mon frère vous envoie pour fouiller mes bagages et s'assurer que je n'ai pas volé l'argenterie. » Sa voix était coupante comme du verre brisé. Adèle secoua la tête. Elle n'avait jamais autant tremblé de sa vie, pas même devant Gérard de Valois, pas même lorsque Julien était fiévreux dans son lit. C'était le dernier pas, le plus terrifiant. « Mademoiselle Élise, » commença Adèle. Sa voix basse mais incroyablement claire dans le couloir silencieux. « Avant que vous ne partiez, il y a quelque chose que vous devez savoir, la vérité. » Élise la regarda avec lassitude. « La vérité ? La vérité est que mon père était un tyran et qu'il m'a déshéritée. Je n'ai pas besoin de vos condoléances. »« Non, » dit Adèle, faisant un pas en avant. « Ce n'est pas toute la vérité. Vous pensez que votre père vous a découverte cette nuit-là, en 1943. Vous pensez qu'il était méfiant. Il ne l'était pas. Il ne vous cherchait pas. » Élise fronça les sourcils, son armure de cynisme se fissurant. « Que voulez-vous dire ?» Adèle prit une profonde inspiration, et les mots sortirent, un torrent retenu pendant 2 longues années. « C'est monsieur Antoine, je l'ai vu. Il vous a suivi cette nuit-là. Il s'est caché dans l'ombre de l'escalier. Il vous a entendu parler à Julien. Il a entendu le baiser. C'est lui qui est descendu réveiller votre père. C'est lui qui lui a dit qu'un terroriste était dans la maison. C'est votre frère qui vous a trahi, mademoiselle. Pas seulement votre père. » Le silence qui suivit fut plus profond que celui de la bibliothèque. Élise porta une main à sa bouche, son visage passant de la pâleur au rouge de la rage, puis à nouveau à une pâleur mortelle. Elle ne pleurait pas. Elle comprenait. D'un coup, chaque interaction, chaque regard suffisant d'Antoine, chaque mot de pitié condescendante prenait son sens. « Et ce n'est pas tout, » continua Adèle, sa voix gagnant en force. Elle ne pouvait plus s'arrêter. « Le testament, celui que maître Pascal a lu, votre père l'a dicté cette nuit-là, après la fuite de Julien. Il m'a fait venir dans son bureau. Il a appelé son notaire, et il a dicté cette clause, mot pour mot. Il m'a forcé à rester là, à écouter. Il a dit « Vous êtes le témoin, vous en êtes la gardienne. » Il ne m'a pas seulement réduite au silence, il m'a rendue complice de sa vengeance. Élise s'appuya contre le cadre de la porte. Elle ferma les yeux. « Il vous a trahi avec son ambition, » dit Adèle, « et votre père vous a puni avec des mots. Et il m'a utilisé pour porter le poids de ce secret. Mais il est mort, et je ne porterai plus ces secrets. » Élise ouvrit les yeux. Elle regarda Adèle, mais cette fois, elle la voyait vraiment. Elle ne voyait pas une domestique. Elle voyait une femme qui avait partagé sa prison. « Adèle », sa voix se brisa. « Pourquoi ? Pourquoi me le dire maintenant ? » « Parce que vous partiez en croyant le mauvais mensonge, » dit Adèle. « Il vaut mieux être blessé par la vérité que protégé par un mensonge. Et, parce que Julien m'a dit un jour que j'étais courageuse. Je ne l'ai jamais cru, jusqu'à aujourd'hui. » Élise resta immobile une longue seconde. Puis elle hocha lentement la tête. Elle se pencha, ramassa sa valise. Elle se tourna vers Adèle. « Merci, » dit-elle. Ce n'était pas le merci d'une maîtresse à sa servante. C'était le merci d'une survivante à une autre. Élise ne se retourna pas. Elle ne confronta pas Antoine. Il n'y avait rien à dire. On ne peut pas raisonner avec le vide. Elle descendit le grand escalier, la tête haute, ne possédant rien d'autre que la vérité et cette petite valise. Adèle la regarda partir. Puis, très calmement, Adèle retourna à sa propre chambre, la mansarde sous les toits. Elle plia son uniforme. Elle mit ses quelques affaires dans un sac en toile. Et pour la première fois, elle descendit le grand escalier et sortit par la porte d'entrée, laissant les clés sur une table dans le hall. Elle ne revint jamais. L'histoire ne dit pas ce qu'il advint d'Élise. Certains disent qu'elle a retrouvé Julien, qu'ils ont construit une vie simple loin de Paris, une vie basée sur les poèmes qu'ils lisaient à la lueur d'une bougie. D'autres disent qu'elle est devenue elle-même une voix pour ceux que l'on n'entendait pas. Antoine, lui, a hérité de la maison, des usines, de la fortune. Il est mort des décennies plus tard, seul, dans cette même bibliothèque, un homme riche que personne n'aimait, regardé par le portrait de son père. Et Adèle a vécu. Elle a vécu une vie simple, mais c'était la sienne. Regardons cette photographie une dernière fois. Nous ne voyons plus une famille en deuil. Nous voyons une scène de crime. Nous voyons Antoine, l'usurpateur, impatient de réclamer son butin. Nous voyons Béatrice, une femme brisée par le silence qu'elle a choisi de garder. Nous voyons Élise, défiante, non pas contre un père mort, mais contre un frère vivant qui l'a assassiné socialement. Et puis, nous voyons Adèle, dans le coin, l'invisible. Elle n'est pas en train de polir un verre, elle est en train d'attendre, elle est le témoin, elle est la mémoire. Elle est la seule personne dans cette pièce qui détient le véritable héritage, la vérité. La photographie ne capture pas la lecture d'un testament, elle capture l'instant avant que la véritable justice ne soit enfin rendue, non pas par un notaire, mais par la voix d'une femme que personne n'avait jamais jugé bon d'écouter. L'héritage d'Adèle et d'Élise n'était pas fait d'argent,
ou de propriété. C'était un héritage de résilience. C'était la compréhension que la vérité, même si elle est douloureuse, est la seule chose qui nous libère vraiment. Dans votre propre vie, à combien de moments silencieux avez-vous assisté? Pensez-vous qu'il vaut mieux connaître une vérité dévastatrice ou vivre dans un mensonge confortable? Et enfin, qui sont les Adèles dans votre monde? Ces personnes invisibles qui voient tout et dont nous ignorons les histoires. Si cette histoire a résonné en vous, si vous croyez que la vérité des invisibles est la plus puissante de toutes, commentez le mot secret « la gardienne » ci-dessous. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à déterrer ces secrets. Abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez-la. Et cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran pour découvrir un autre secret caché dans une vieille photographie.